Indigo! Comment ils vont? Aujourd'hui, nous sommes là pour parler des mangas français. Oui, des manfras. Pas trop fan du terme, mais ça se dit. Je trouvais ça plutôt important de faire une vidéo là-dessus parce que je trouve que c'est un milieu beaucoup trop sous-estimé malgré qu'il y a énormément de pépites chez les manfras. Je vais donc vous expliquer un petit peu cet univers et vous en présenter quelques-uns avec à la fin mes avis lecture bien évidemment. Et c'est parti pour la vidéo! Le manfra est un terme apparu dans les années 2000, plus exactement en mars 2005, et cela représente une BD au format, au nombre de pages, à la couleur noir et blanc, au découpage et au style scénaristique de style asiatique et plus exactement japonais, les mangas. Ils sont donc exclusivement écrits et dessinés par des auteurs francophones. Tout cela vient bien évidemment des années 90 avec le Club Dorothée, avec la sortie d'Akira en France et bien évidemment Dragon Ball qui a fait aimer le manga dans le monde entier. Les artistes franco-belges, donc c'est le style habituel de la BD française et belge, vont commencer à créer de la BD hybride en étant amoureux du manga, en s'en inspirant. Et pour le coup, le terme manfra apparaît en 2005, en mars 2005, sur le site Katsuka, donc voilà, qui est un site qui va dévoiler des coups de cœur cinématographiques et d'animation. Et paraît-il que ce serait ici que le terme manfra voit le jour pour la première fois. Qu'est-ce que t'en penses, Terence? Oui. Et dès le début des années 2000, il y aura certaines maisons d'édition qui vont vouloir propulser cet univers-là, le manfra, tels que Ankama qui va publier Dofus, ou encore les humanoïdes associés qui vont créer le magazine Shogun Mag, qui est un magazine de pré-publication de bandes dessinées d'inspiration manga, avec des auteurs d'origine diverses et variées. Donc voilà la naissance du manfra. C'est un style vraiment sous-estimé parce que pas mal de personnes n'ont pas envie d'aller vers le manfra, par peur d'être déçus ou trouver que c'est pas assez japonais, ou certains vont dire que ça ne battra jamais les mangas. Et moi je suis pas d'accord dans le sens où en fait, qu'importe ton origine, tu peux pondre un chef-d'œuvre. Alors oui, si tu cherches absolument du dessin purement japonais, il va falloir que tu trouves le manfra qui a vraiment les codes parfaits du manga en termes de dessin. Mais attention, si on analyse bien les œuvres japonaises, les dessins sont plutôt différents des uns des autres également. Mais oui, je vais pas mentir que le manfra, ça se ressent quand même plus que les mangas entre eux. Oui, je sais. Du coup, après mon interview avec Mathieu Reynes, avec le live Indigo que j'ai eu la chance de faire, je me suis dit, tiens, une petite semaine de lecture manfra. Du coup, je suis allée dans ma librairie et j'ai emprunté plusieurs manfras, voilà, qui me disaient bien, et même certains que j'en avais beaucoup entendu parler et que je me suis dit, ça serait bien que je le lise quand même. Je vais donc vous présenter plusieurs titres. Tout d'abord, nous allons commencer avec le manfra Dofus. Dofus, c'est le manga précurseur du manfra. C'est vraiment le manga qui a fait connaître le style manga dessiné par des Français. Je vais pas vous faire un résumé de Dofus, hein, c'est tout simplement fortement inspiré du jeu Dofus. Ils ont créé tout un univers avec les personnages et ça marche à fond. Nous allons suivre Artie qui est un jeune berger féca. Il vit avec son grand-père dans une région reculée, puis un jour il va en être séparé. Il va donc être en possession d'une mission capitale, stopper le maléfice qui frappe la forêt des 4 pas. Autant vous dire que l'univers marche super bien en manga, parce que tous les fans du Dofus vont trouver ce qu'ils aiment le plus dans leur jeu, mais en plus de ça, si tu ne connais pas Dofus, bah en fait tu vas vivre une magnifique histoire. Merci Ankama pour cette publication. Merci au scénariste et Anthony Roux et au dessinateur Ancestral Z. Maintenant nous allons parler du manga qui a eu le plus gros succès. Je cite Radiant. Radiant, ce manfra qui a même eu un animé sorti. C'était une première en France, les gens ils ont pété un câble. Bon après il y a eu aussi de l'animé Dofus bien évidemment, mais là c'est vraiment une œuvre à part entière qui vient du cerveau de quelqu'un en fait, et vraiment voilà, tout le monde a pété un câble à la sortie de l'animé de Radiant. L'histoire se déroule où dans un monde avec des îlots flottants, des monstres et des sorciers pleuvant du ciel sont réunis. Ces monstres, appelés Némésis, ravagent les villages dans lesquels ils atterrissent et sèment la terreur. Les sorciers, quant à eux, n'ont moins craint des Némésis, car oui, la différence fait peur, super, se charge de les traquer, de les exterminer. Et nous allons suivre Seth, qui est un apprenti sorcier,
qui va vouloir à tout prix détruire le berceau des Némésis. J'ai d'abord regardé l'épisode 1 en animé, j'étais pas fan du tout. Mais après, il faut savoir que j'aime plus trop les shonen, j'en ai trop regardé, surtout quand c'est trop shonen quoi. Il y a que le shonen dystopique et psychologique que voilà, je resterai fan, mais voilà. N'empêche qu'après j'ai lu le manga, du coup j'ai lu le tome 1, et vraiment c'est à trop de flow, et puis Alma je l'aime trop. Et du coup je ne suis absolument pas étonnée que ce soit le manhwa le plus vendu au monde, car je trouve que parmi tous les manhwas que j'ai lus, il est celui qui est le plus similaire au monde manga. Donc si tu veux pas trop décrocher voilà, du monde manga, mais quand même essayer un manhwa, il faut que tu fonces avec Radiant. Merci encore à Ankama, et merci à l'auteur Tony Valente. Ensuite, nous allons passer à mon manhwa préféré, mon bébé d'amour, à Dreamland. Dreamland, pour moi, c'est vraiment le manhwa qui a l'univers le plus grandiose et complet. C'est sublimissime. On sent vraiment que l'auteur, qu'est Renaud Lemaire, est extrêmement fan de One Piece. Donc déjà, si tu kiffes One Piece, mais va sur Dreamland, parce que tu vas kiffer ta life, en fait. Ensuite, les personnages de Dreamland, je les trouve extrêmement humains. Et puis, il y a un aspect shonen lors des combats, mais il y a un aspect hyper seinen, mine de rien, en termes de, tout simplement, des fois, de la personnalité des personnages, mais également de certains messages que je trouve qu'il faut être quand même assez adulte. Moi, Dreamland, je le recommande pas avant 14-15 ans. Donc, ça va être l'histoire de Terrence. Terrence qui a perdu sa maman dans un incendie et qui est bien évidemment traumatisé par cet événement. Et il va du coup souvent faire le même cauchemar où il perd sa maman dans les flammes. Sauf qu'un soir, lors de l'un de ses cauchemars, il va réussir à combattre sa phobie. Parce que oui, quand nous, on a peur dans nos cauchemars, on se réveille. Là, Terrence ne s'est pas réveillé, à affronter les flammes pour sauver sa mère. Ce qui fait que ça lui a donné libre accès au Dreamland. Donc si vous affrontez votre phobie dans vos cauchemars, vous avez accès à cet univers magnifique, énorme, où à la fois tout et rien peut se passer dans le Dreamland. Vraiment, les choses les plus folies existent. Et en fait, ce qui est vraiment trop cool, c'est qu'on va suivre Terrence la journée. Donc lui, il est en bac STMG, dans la ville de Montpellier. Et pour y avoir vécu, je reconnais clairement cette ville que j'aime énormément. Et le soir, voilà, quand il rêve, nous sommes dans le monde fantaisiste de Dreamland. Et vraiment, c'est incroyable. Moi qui aime vraiment le slice of life et la romance, on va retrouver ça dans la réalité de Terrence, même du tragique, mine de rien. Mais j'aime aussi le fantastique. Après, la pure fantasy, justement, je suis pas fan, mais là, ça passe, vu qu'en fait, des fois, on est avec lui le jour et également le soir. Et du coup, ça fait de lui un excellent manhwa que je trouve hyper complet. Je suis complètement fan de cet univers-là, c'est vraiment mon manhwa préféré. N'est-ce pas, mon pote? Et puis, des fois, les persos... T'as chaud quoi, ils ont trop de flow. Oh, j'en ai craché, pardon pour le postillon. Et ensuite nous avons également le cousin de Renaud Lemaire, qui n'est d'autre que Romain Lemaire, qui a fait Everdark, vraiment un manga de dark fantasy, bourré d'éléments, vraiment, il y a de la création de partout, il y a des termes à l'univers, voilà, il y en a vraiment plein. Donc si vous aimez les big univers fantaisistes, faut vraiment foncer avec Everdark. Pour avoir lu le premier tome, je me suis vraiment pas ennuyée. Merci à Pika pour ces deux chefs-d'œuvre. Ensuite nous allons passer au manga City Hall. Quand le steampunk croise le chemin de grands écrivains célèbres. City Hall, en fait, ça se passe au début des années 1900 et tout va commencer à partir en cacahuète quand certaines personnes vont s'amuser à travers l'écrit à créer des choses qui peuvent tout détruire sur leur passage, des golems, des monstres, qu'importe. Donc c'est-à-dire que si j'écris Terrence, je veux que tu apparaisses à côté de moi même si t'es en carton. Voilà, ça apparaît. Mon tour était trop nul. Et du coup, les autorités sont un peu perdues, ne savent plus trop quoi faire, et du coup, ils vont faire appel à Jules Verne. Jules Verne, écrivain que nous connaissons tous, et qui est doté d'un imaginaire incroyable, et du coup, qui pourra plus rapidement répondre aux malfrats qui vont vouloir créer des choses à l'appel pour pouvoir venir à bien de leur plan. Et sachant que Jules Verne va être accompagné de Arthur Conan Doyle pour tout ce qui est enquête, recherche, etc. L'idée est excellente, excellente. Moi, vraiment, j'ai été séduite par le synopsis. Mais après, là, vraiment, on s'éloigne du dessin japonais. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur du noir et du blanc. Et on reconnaît un peu plus quand même la patte franco-belge. Mais mine de rien, l'histoire est vraiment très très cool. Si tu kiffes le thriller mélangé à du fantastique, en fait, fonce. Pourquoi t'as pas City Hall dans les mains? Fonce. Merci à Ankama pour ces 7 tomes publiés et terminés. C'est une série terminée. Et bien évidemment, merci à Rémi Guérin pour le scénario et à Guillaume Lapère pour le dessin. Ensuite, et je suis trop contente de vous parler de ce bébé, je vais vous parler de Pink Diary.
par l'autrice Jenny, qui n'est pas n'importe qui. Elle a dessiné Les Légendaires et elle a également dessiné La Rose Écarlate. C'est quelqu'un. Oui, c'est quelqu'un. Et clairement, elle est fan de shoujo et elle a voulu créer son shoujo. C'est vraiment le seul manhwa shoujo que j'ai lu. Et moi, j'ai adoré. Merci à Delcourt Tonkam d'avoir permis cette publication. Et sachant que c'est un shoujo qui faisait partie du top 5 des shoujo les plus vendus en 2007. Donc c'est l'histoire de Kyoto qui va se réveiller dans une mystérieuse chambre qui n'est pas la sienne. Et ça va être celle de Tommy. Tommy, le garçon dont elle était secrètement amoureuse depuis très longtemps. Et sans que nous, lecteurs, sachions pourquoi, elle décide de absolument plus lui adresser la parole. Sauf que les parents de Tommy ont décidé d'inscrire ce dernier dans le même collège qu'elle. Et depuis, elle va revoir son journal. Un journal qu'elle n'avait pas ouvert depuis ce tragique incident. Je peux vous dire que du coup, c'est hyper mystérieux parce que mine de rien, on sait pas pourquoi elle est comme ça, on sait pas pourquoi elle est aussi fermée. Kyoto est un personnage vraiment très humain, j'ai énormément aimé cette héroïne. Et voilà, on veut savoir ce qui s'est passé parce qu'elle répète souvent qu'il s'est passé quelque chose. Mais pourquoi elle veut plus parler à Tommy? Pourquoi? Franchement, je suis trop fan. Puis le dessin, voilà, on reconnaît le dessin de Jenny, mais il y a aussi l'effort du j'ai envie de montrer mon amour pour le manga, quoi. Et maintenant, ce qui est publié, ce sont les Big Éditions, donc c'est-à-dire que vous avez 2 tomes en un, donc vous avez 4 gros tomes de Big Diary et la collection est terminée. Foncez pour les fans de shoujo, wouh! Ensuite, je vais vous parler d'un manga que je ne pensais pas aimer, mais vraiment, je le kiffe. Un manhwa, oui, un manhwa, mais j'ai du mal à faire autant de différents. Nous allons parler de Blitz. Blitz, c'est vraiment le manhwa stratégique as fuck, vraiment j'adore. On remercie le scénariste français Cédric Bisquet pour cette œuvre et il a décidé de travailler avec 2 japonais, un co-scénariste Kinedo Tsukasamori et un dessinateur qui s'appelle Daitaro Nishihira. Et remercions également la maison d'édition Iwa pour cette publication. Donc ça va être l'histoire de Tom qui est complètement sous le charme d'Harmonie. Harmonie, elle, fait partie du club d'échecs et est la meilleure. Elle est trop forte. Et du coup, celui-ci va décider de se rapprocher d'elle en rentrant dans le club d'échecs, sauf que vraiment il n'y connaît absolument rien du tout, hein. Genre vraiment c'est pas une lumière des échecs. Très vite il va commencer à découvrir les plus grands joueurs d'échecs, y compris Garry Kasparov qui est le plus grand joueur d'échecs de l'histoire. Et lors de ses recherches, Tom va tomber sur un VR, une machine de réalité virtuelle, qui va lui permettre d'analyser les plus grandes parties d'échecs au monde. Et lors d'un fait un peu hasardeux on va dire, celui-ci va ouvrir les portes du très haut niveau des échecs malgré lui. J'ai adoré, j'ai trouvé tout ça hyper cohérent. Mine de rien, vous avez une petite note de Garry Kasparov dans le manga, donc ça veut dire que lui-même a suivi cette aventure et c'est un honneur pour quelqu'un qui crée une œuvre. En fait, le suspense, il est nickel, la dynamique est parfaite. Je pense pas qu'il faut vraiment être passionné d'échecs pour kiffer ce livre-là, mais c'est vraiment l'aventure d'un imposteur, mine de rien, parce que Tom de base n'est pas du tout un joueur d'échecs et puis il a ce secret qui est tout le temps derrière lui littéralement. Donc voilà, vraiment j'ai adoré l'ambiance, la cadence, la rythmique, tout. Vraiment c'est un très très bon manhwa, donc si tu kiffes la stratégie, fonce. Ensuite je vais vous parler de 2 manhwas magnifiques, et d'autres que Circe et Azur. Des mangas que je qualifierais d'oniriques, vraiment trop beau. Je remercie Agnès Eustache déjà de l'interview que j'ai eu la chance de faire avec elle également sur la page Indigo en Insta Live, et de la personne qu'elle est, parce que c'est vraiment quelqu'un de génial. Anaïs, elle est passionnée, elle est déterminée et elle est à l'écoute, c'est vraiment quelqu'un de super. Et ça fait plaisir de lire une œuvre et en plus de cela rencontrer l'auteur et que cet auteur t'inspire de la sympathie, donc voilà. Et merci également à la collection Luna pour la publication. Nous sommes dans un Paris futuriste où la pollution mais vraiment domine tout, au point que tout le monde porte des masques. Thomas, une personne extrêmement rationnelle et scientifique, rêve souvent de choses un peu fantastiques, mais voilà, reste extrêmement rationnel à cela. Vit avec sa grand-mère qui elle est passionnée de sorcellerie. Puis en allant dans l'université dans laquelle il va faire ses études de biologie et de géosciences, il va rencontrer une jeune femme avec des yeux étranges, très beaux et éclairés, limite mystiques, qui va s'évanouir dans les airs devant lui. Secrètement avec ses amis, il va essayer de comprendre pourquoi une telle pollution est arrivée, et surtout il y a d'étranges plantes qui ont poussé au sein de la ville. Et à partir de là, Thomas va devoir se poser des questions. C'est vraiment un manga hyper intéressant parce qu'il y a vraiment le comparatif des sciences et de la magie, et vraiment ça nous amène à certaines réflexions sur le monde, la vie, ce qui existe, etc. Et puis vraiment les personnages sont très forts, et surtout Agnès Eustache a une patte de dessin, enfin magnifique, sublime, c'est trop beau, vraiment j'adore ses dessins, elle est merveilleuse, et je vous invite d'ailleurs à aller sur son Instagram voir ses dessins qui sont mais
sublimissime à chaque fois, j'hallucine. Et c'est assez ironique parce qu'elle fait du manfra, donc elle fait du coup du noir et blanc, mais la couleur, c'est vraiment un domaine qu'elle maîtrise à fond. C'est magnifique. Vraiment, je t'invite à aller sur son Instagram et n'hésitez pas à suivre sa première œuvre qui n'est d'autre qu'Azur, qui est vraiment, pareil, un petit chef-d'œuvre que j'ai un peu sous-estimé parce que souvent, quand on lit une œuvre d'un auteur et qu'on apprend qu'il a une première œuvre, souvent on va sous-estimer cette première œuvre. Moi, j'ai aussi pris une claque avec Azur. C'est génialissime. Donc, si tu veux du rêve, de la beauté, de l'onérisme, fonce avec Les Heures d'Anaïs Eustache. Et pour finir, je vais vous parler du nouveau manfra actuel, voilà, qu'il faut absolument aller acheter et lire. Voilà, parce que là, clairement, vous loupez quelque chose. Je remercie encore Mathieu Reynès pour l'interview. Je l'ai déjà dit 100 fois sur mes réseaux. Il est mon auteur préféré de bande dessinée et il est passé au manfra. Donc autant vous dire que moi j'étais trop heureuse de l'apprendre. Donc merci à Dupuis et donc du coup à Vega Dupuis qui est la collection manga de cet éditeur là, d'avoir donné la possibilité de publier cette œuvre. Et c'est un projet que je suis depuis un an et vraiment voilà, je voulais que ça existe, je voulais l'avoir en livre-objet quoi, et ça y est, c'est dans nos librairies. Je vais vous présenter La théorie du chaos de Mathieu Reynès. La théorie du chaos, c'est l'histoire d'un monde, on va dire, c'est pas apocalyptique, mais on va dire dystopie, fortement dystopie, où en fait, suite à des guerres civiles enragées entre le système capitaliste qui pense qu'au progrès et des écologistes extrémistes qui veulent voilà tout défoncer, a créé donc une nouvelle société complètement divisée, mais qui essaie de trouver un équilibre, mais c'est pas toujours facile. Et en fait, nous allons suivre Beck qui est incroyable, maman, qui a toujours vécu avec Cal, son maître d'art martial, hein, sur une île. Elle ne connaît rien de ce qui est extérieur à cette île. Et Cal, 2 à 3 fois par an, part en expédition, ramène de la culture, de la nourriture à la maison. Et sauf que lors d'une expédition, il ne reviendra jamais. Du coup, Beck décide de partir à sa recherche et va découvrir, en fait, la vie, le monde, tout ce qui se passe. Et la seule manière à Beck de survivre, c'est les combats. Parce que oui, elle a appris surtout à se battre, même si elle a appris plein d'autres choses. Mais à l'extérieur, c'est vraiment tout ce qu'elle sait faire. Et bien évidemment, dans des combats organisés, voilà, pour survivre. Et le but sera de retrouver Cal et de comprendre le monde dans lequel elle vit. C'est une pépite. Mathieu Reynès, en plus, pratique les arts martiaux, donc je peux vous dire que les scènes de combat sont extrêmement justes et honnêtes. Vraiment, on suit les mouvements de combat, d'action, etc. C'est vraiment très bien fait. Le dessin, il est trop beau. Beck, d'un coup, vous savez quand les persos, voilà, tu les suis tranquille et puis d'un coup, il y a une grosse case où le perso, il est trop badass, ça, tu vas y retrouver. Et je peux vous dire que j'attends impatiemment la suite. Je veux la suite maintenant. Pour le coup, je me force à être objective parce que même si c'est mon auteur préféré, honnêtement, c'est vraiment de la bombe. Voilà, je suis fière de lui, je suis trop contente. En fait, si tu veux un banger dystopique, combat, mais aussi, il y a beaucoup d'humanité en fait. Beaucoup d'humanité dans la théorie du chaos. Il faut que tu fonces avec ce chef-d'œuvre. Donc maintenant, je vais te faire une conclusion globale sur le manfra. C'est clairement sous-coté, sous-estimé, tout ce que vous voulez. Pour moi, il faut aller se donner l'opportunité d'aller lire du manfra. C'est pas parce que ce n'est pas japonais que ça va être nul ou mal dessiné. Non, essayez de feuilleter, essayez de regarder et soyez curieux. Et puis ça peut ouvrir d'autres horizons aussi. Peut-être que vous allez lire beaucoup de mangas, mais vous allez peut-être passer aussi à la bande dessinée. Et vraiment, lire de tout, ça peut vraiment être une bonne option. C'est riche en propositions en plus de cela parce que ça dépasse les limites. Les codes des fois du manga sont un petit peu, voilà, encore repoussés, mais c'est hyper intéressant. Franchement, on découvre des choses qui n'ont rien à voir avec d'habitude et ça fait du bien. Ou tout simplement, peut-être, ça peut vous calmer du manga si vous en bouffez trop. Aller sur un manfra, ça peut vous permettre de voir d'autres horizons aussi. Les dessins sont uniques tout en étant inspirés des mangas, c'est-à-dire que pour la plupart, on reste quand même avec des auteurs de BD franco-belges avec leurs pattes, mais ils sont également sous les codes du manga. Mine de rien, ça vous permet d'élargir le dessin manga. Après, concrètement, pour ceux qui kiffent la BD en général et le manga, en fait, foncez juste lire des manfras. Alors là, vous allez juste en avoir plein les papilles.
Et puis aussi ce qui est intéressant avec le manfra, c'est qu'on est en lien direct avec les auteurs. Des fois les auteurs vont vous répondre sur Instagram ou tout simplement seront en dédicace aux alentours de chez vous et vous allez pouvoir aller les voir et parler de l'œuvre. Alors que quand vous êtes, je sais pas, par exemple passionné de Eiichiro Oda, bah, c'est un peu impossible, ou même Masashi Kishimoto, c'est impossible d'avoir des dédicaces d'eux, c'est pas possible. Et en fait je trouve ça dommage, alors que dans le manfra, ça, vous pouvez y aller à fond. Et ça, vous avez plus d'attente parce que souvent les manfras ça va sortir une fois par an, mais ça vous donne l'occasion de lire d'autres œuvres. Moi je sais que personnellement j'aime pas lire une collection de 100 tomes d'affilée pendant 2-3 mois, ça me saoule, au bout d'un moment j'ai besoin de voir autre chose. Là vraiment le manfra, vous avez le temps de lire autre chose et après de retrouver votre bébé quoi. Et attention, il y a même certains manfras où ça va être tous les 6 mois, ou par exemple Bruno Le Maire actuellement, qui lui vraiment pour le coup vit comme un mangaka hein, parce que j'ai eu des échos comme quoi il commence à dessiner à 8h du matin et il dessine jusqu'à minuit. Bah lui voilà, là il est en train de réécrire les Dreamland qui sort tous les 3 mois, remasterisé, et une fois par an en plus de ça, il a son nouveau manga qui sort. Puis vraiment la chose, et je pense que j'en finirai à là, la plus extraordinaire dans mon phrase, c'est que les auteurs qui sont fans des mangas mais qui ne sont pas japonais et qui ne sont pas dans la culture japonaise profonde, eux peuvent toucher du doigt un art qu'ils aiment énormément, qui est le manga. Et en fait pour moi il faut pas sous-estimer ça, c'est pas toujours simple de s'assimiler à une autre culture parce que certes on n'est pas japonais mais mine de rien on lit plein de mangas, donc ça veut dire qu'on aime énormément cette culture là et mine de rien ils font un taf de malade, donc vraiment je vous invite à aller lire du manfra. Donc voilà, ça sera tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé, que ça vous a rendu curieux, que vous allez aller lire des manfras parce que vraiment ça mérite d'aller y jeter un œil. Moi je sais que je suis Dreamland, vraiment j'adore. Blitz j'ai kiffé aussi, j'ai trop envie de lire la suite. Les mangas d'Anis Eustache, je suis complètement fan. Et par exemple Pindiari, là j'ai envie de tout lire là. Je suis vraiment contente d'avoir découvert ce shoujo là. Et en fait vous aussi vous allez trouver vos bébés d'amour dans le manfra, il n'y a aucune raison, c'est pas parce que c'est français que vous allez pas aimer. Je t'invite à mettre un pouce sur cette vidéo, à t'abonner à ma chaîne YouTube, à mon Instagram, à mon TikTok et à me suivre sur Twitch pour l'émission Indé Indigo où je vous fais découvrir des jeux indépendants. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, à fouette.